Alors pour commencer, on a une image très forte. Imaginez un peu, un stade plein à craquer, l'effervescence d'une cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance, oui, on y est. Et là, en pleine tribune d'honneur, un mouvement qui brise tout le protocole. C'est ça. Patrice Motsepe, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, qui se lève et quitte son siège. Le visage fermé, visiblement furieux. Et la raison fuite quasiment instantanément, oui. Il manque un drapeau. Et pas n'importe lequel. Celui de l'Algérie. Voilà. Bon, la première réaction, c'est de se dire « bah c'est un couac, une gaffe logistique, ça arrive, non ?» C'est la lecture la plus rationnelle, la plus simple, mais les documents qu'on analyse aujourd'hui, ils la rejettent en bloc. Ah bon? Oui, ils nous proposent une grille de lecture complètement différente. Pour eux, cet incident, ce n'est pas une erreur, C'est quoi alors? c'est un acte délibéré. Ils utilisent même l'expression d'acte de guerre symbolique. Un acte de guerre symbolique, carrément. L'idée serait donc que l'absence d'un symbole, son effacement, serait en fait un message... Un message plus puissant, plus assourdissant que sa présence. C'est précisément la thèse. D'accord, je vois. Notre mission, aujourd'hui, c'est donc de plonger dans cet argumentaire. Pas pour le valider ou l'invalider, mais pour en comprendre la mécanique. Comment on passe d'une chaise vide à une analyse géopolitique? Exactement. Comprendre comment le sport devient, peut-être plus que jamais, cette arène pour les démonstrations de force et les fiertés nationales. Alors commençons par le cœur du sujet, cet incident. Le départ de Patrice Motsepe, c'est un geste d'une force théâtrale immense. Oui, très fort. Mais je reviens à mon idée de départ, jouons l'avocat du diable une seconde. L'organisation d'un truc pareil, c'est un monstre logistique. Bien sûr. Des centaines de détails, des équipes qui communiquent pas toujours bien. Est-ce que l'hypothèse du simple couac, ce n'est pas la plus probable, statistiquement? C'est une objection essentielle et la source y répond de manière très directe. Pour elle, penser ça, c'est de la naïveté. Ah oui? Ou pire, une tentative de noyer le poisson. L'argument principal, il repose sur le statut de la nation qui est visée. L'Algérie. Voilà, on n'oublie pas le drapeau de l'Algérie. La source la qualifie de poids lourd du continent, double championne d'Afrique. Ce n'est pas un acteur secondaire. D'accord. Du coup, dans le langage codé de la diplomatie, un oubli de cette nature s'est interprété comme un message. La source va même plus loin, elle y voit une volonté de, et là je cite, Oui, de mélanger bassement la politique et le sport. mélanger bassement. Le choix des mots est important. Ça sous-entend une intention malveillante, une manœuvre. Ce n'est pas une simple erreur. C'est une faute morale. Et pour renforcer cette lecture, la source s'appuie sur un témoin de premier plan. Ah, qui ça? Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il aurait été, je cite encore, visiblement stupéfait par certaines pratiques protocolaires d'un autre âge. Attendez, l'expression d'un autre âge, elle est fascinante. Elle est redoutable. Oui, c'est très fort. Ce n'est pas juste une critique de l'amateurisme. L'amateurisme, c'est une question de compétence. D'un autre âge, ça suggère une mentalité. Une intention archaïque, oui. C'est une façon de dire que non seulement c'est mal fait, mais que c'est fait avec des intentions d'une autre époque, ce qui est presque plus humiliant en fait. C'est une humiliation qui place les organisateurs dans une position jugée indéfendable. Et cette humiliation, pour qu'elle ait un sens, il faut la mesurer par rapport à un standard. Un point de comparaison. Voilà. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, parce qu'elle va construire toute son argumentation sur un jeu de miroir. Un jeu de miroir, c'est-à-dire une comparaison directe pour bien souligner le contraste. Précisément, une opposition quasi chirurgicale entre deux événements. D'un côté, il y a cette cérémonie d'ouverture de la CAN, Oui, que la source décrit avec un vocabulaire d'une dureté extrême. On parle d'un spectacle décoloré, dépourvu de goût, d'une médiocrité qui aurait choqué. j'imagine que la critique ne s'arrête pas à l'esthétique. Non, pas du tout. Et c'est là que ça devient politique. La source lie directement cette supposée médiocrité à la situation socio-économique du pays organisateur. C'est-à-dire? Elle évoque, avec beaucoup de virulence, des dettes massives contractées pour financer l'événement, tout en affirmant que la population locale, elle, souffre. Le sous-texte est clair, c'est un spectacle raté, financé à crédit sur le dos du peuple. C'est une attaque frontale. Oui, on n'est plus dans la critique sportive. Là, on est dans la délégitimation d'un projet national tout entier. Et donc, de l'autre côté du miroir, qu'est-ce que la source place? De l'autre côté, elle place l'organisation par l'Algérie du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et là, le vocabulaire change radicalement. J'imagine bien. La cérémonie algérienne est décrite comme un témoin historique. On loue une harmonie des couleurs époustouflantes. Et, point crucial, Oui,
un respect total pour toutes les souverainetés. Le message est martelé avec une formule finale: la différence entre l'original et l'imitation est abyssale. L'original et l'imitation, les mots sont pesés. On quitte complètement le domaine de l'organisation pour entrer dans une bataille de légitimité culturelle historique. C'est le cœur de l'argument. La source affirme que l'Algérie, forte de son patrimoine, n'a pas besoin d'artifice ou, et la pique est directe, De piller les symboles d'Andalousie, elle se positionne comme l'authentique. L'incident du drapeau devient alors la preuve, non pas d'une malveillance simple, mais d'un profond complexe d'infériorité du rival, une sorte de jalousie en somme. qui s'exprimerait par ces petites bassesses, oui. Ce qui nous amène à une idée assez paradoxale, qui semble être la clé de voûte de toute cette analyse. La source prétend qu'en essayant de cacher ce drapeau, de rendre l'Algérie invisible, Oui. l'organisateur a en réalité révélé et confirmé sa puissance. Comment ça fonctionne, ça? C'est une rhétorique de judo politique, c'est très habile. La formule exacte dans la source est: l'absence du grand est en soi une présence écrasante. D'accord. L'idée est que seul ce qui est perçu comme une menace ou un rival de taille mérite qu'on déploie des efforts pour le cacher. En tentant de l'effacer de la photo, on désigne involontairement celui qui compte le plus. On avoue sa préoccupation. Exactement. D'accord, mais pour que cette rhétorique fonctionne, il faut que cette grandeur de l'Algérie soit une réalité tangible, ou du moins perçue comme telle. Sur quoi la source s'appuie-t-elle pour étayer ça Alors là, on quitte totalement le terrain de sport. L'analyse bascule sur le terrain géopolitique et dresse le portrait d'une puissance régionale en pleine renaissance. sur plusieurs fronts, j'imagine? Sur 3 fronts principaux, oui. Le premier, c'est le front diplomatique. La source met en avant l'action du président Tebboune, qui aurait permis de réaliser des bons qualitatifs. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça se traduirait par l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui donne une voix sur les plus grands dossiers mondiaux, et un rôle de plus en plus affirmé au sein de l'Union africaine. D'accord, la diplomatie. Quel est le deuxième front? Le deuxième front est économique. C'est peut-être le plus important dans ce narratif. La source met en avant des taux de croissance présentés comme les plus élevés de la région, des investissements étrangers qui affluent. Des indicateurs classiques? Oui, mais elle ajoute un détail qui change tout. Elle dépeint une Algérie qui devient un partenaire énergétique fiable et qui, je cite, respecte ses engagements sans recourir à la mendicité. Cette petite phrase « sans recourir à la mendicité », ce n'est pas anodin du tout. Non, c'est une flèche directe, à peine voyée, envers des voisins qui dépendraient davantage de l'aide ou des prêts internationaux. C'est une affirmation de souveraineté et de fierté. La différence entre une puissance qui demande et une puissance qui agit. C'est exactement ça. Une preuve de supériorité morale et stratégique. Et enfin, le troisième front, plus discret mais essentiel, le militaire. La source rappelle que l'Algérie posséderait le deuxième plus gros budget de défense en Afrique. Ce n'est pas présenté comme une volonté d'agression, mais comme la garantie de cette souveraineté. La capacité à dire non. Et d'avoir les moyens de sa politique, oui. Donc, si on assemble ces 3 pièces, diplomatie, économie souveraine et force militaire, on obtient le portrait d'une puissance qui, par sa simple montée en gamme, viendrait perturber l'ordre régional. Et c'est cette perturbation qui, selon la source, expliquerait l'hostilité. Et c'est la conclusion logique de l'argumentaire. L'incident du drapeau n'est plus un événement isolé. Non, il est réinterprété comme une manœuvre de déstabilisation, un pion dans une série de complots ourdis contre l'Algérie. La source cite d'autres exemples pour prouver cette intention répétée, parce qu'un seul incident, ça reste fragile pour bâtir une théorie du complot. Oui, et c'est ce qui donne sa force au récit. Il connecte les points. La source rappelle d'autres polémiques récentes, ce qu'elle appelle le scandale de la carte tronquée, D'accord. ou encore des affaires d'arbitrage au sein de la CAF jugées systématiquement défavorables. En les alignant, l'analyse crée l'image d'un passif, d'une intention répétée de nuire. Le drapeau serait simplement le dernier d'une longue série. Exactement. On entre dans une rhétorique très particulière avec les mots complot, attaque orchestrée. Mais en adoptant cette grille de lecture, est-ce que la source ne prend pas le risque de tomber dans une forme de paranoïa ? C'est toute la question. Mais ce qui est politiquement très habile, c'est la réponse que la source préconise face à ces attaques. Qui n'est pas de se poser en victime, j'imagine. Pas du tout, au contraire. La réponse idéale, c'est la solidarité populaire derrière la direction politique. Ah bien sûr, l'incident extérieur devient un catalyseur pour renforcer la cohésion nationale. C'est un grand classique. Une menace extérieure, qu'elle soit réelle ou perçue, est l'outil le plus efficace pour souder le front intérieur. L'agression perçue devient une opportunité. Un retournement de situation.
Et c'est là que le jeu de miroir devient vertigineux. La source accuse le régime local rival d'exporter ses propres crises internes en créant des batailles imaginaires contre l'Algérie. Attendez, c'est fascinant. La source accuse son rival de créer des batailles imaginaires pour souder son peuple. Oui, Mais en construisant tout un narratif aussi chargé autour d'un drapeau manquant, n'est-elle pas en train de faire exactement la même chose? c'est une excellente objection et c'est la critique la plus évidente qu'on puisse faire à ce texte. Utiliser un incident pour renforcer son propre récit national, c'est ça. L'auteur en est probablement conscient. Sa défense serait de dire « Oui, mais notre récit national s'appuie sur des réussites tangibles, alors que celui du rival s'appuie sur des provocations. » On est donc face à deux récits qui utilisent les mêmes outils, mais chacun prétend le faire au service de la vérité. C'est une guerre de la légitimité du récit lui-même. Et pour cimenter cette légitimité, l'analyse termine en appelant à la défense du patrimoine, le caftan, le bournous. L'abattage du drapeau se transforme en guerre culturelle. Exactement. Et la conclusion est une flèche finale, une phrase choc. L'argent emprunté ne pourra jamais acheter une histoire que certains ne possèdent pas. C'est d'une violence. On est parti d'un siège vide dans une tribune, d'un morceau de tissu manquant, et on arrive à une redéfinition complète de l'échiquier des puissances régionales. Le football n'est vraiment plus qu'un prétexte. C'est un théâtre d'ombre où se projettent toutes les frustrations et les ambitions. Un miroir déformant, exactement. Et le message final de cette analyse est sans ambiguïté. Le temps du silence est révolu. Il faut comprendre que la posture défensive, c'est terminé. Place à l'action. Ce qui nous amène à une réflexion un peu plus large pour conclure. Le plus fascinant dans tout ça, ce n'est pas tant de savoir si c'est la vérité factuelle. Ça, on le saura probablement jamais. C'est plutôt ce que ça nous révèle sur la manière dont un récit de puissance se construit et se mène aujourd'hui. Oui, si un simple symbole comme un drapeau peut cristalliser autant de tensions, de récits et de contre-récits, ça signifie que cette guerre du prestige, de l'image, est devenue absolument centrale. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'attaque perçue comme la plus efficace, ce n'est pas l'insulte directe, mais l'effacement. Nier l'existence de l'autre, le rayer de la photo, c'est une tactique de pouvoir aussi vieille que le monde. La question n'est donc plus seulement de savoir qui a la plus grande armée ou la plus forte croissance. La vraie question semble être qui maîtrise le mieux l'art de la guerre narrative. Qui impose son histoire, oui. Et cela nous laisse avec une pensée finale, une question laissée en suspens par cette analyse. Allons-y. Que se passe-t-il lorsque, pour affirmer sa propre puissance, une nation en vient à croire que la meilleure stratégie n'est plus de brandir fièrement son propre drapeau, mais de s'assurer, par tous les moyens, que celui de son rival reste invisible?